Salut à toi, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne EKS Création, le portrait en Fujifilm, où je te parle évidemment de portraits et de photos de mode, mais également et surtout de la marque que j'utilise au quotidien, Fujifilm. Et l'actualité est chaude puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, Fujifilm vient de présenter ce tout nouveau XM5. Le voici, il est tout petit, il est tout mignon, il est tout rikiki et on va essayer ensemble de faire le tour du propriétaire de cet appareil. Déjà, merci beaucoup à Fujifilm Belgique de me l'avoir prêté pendant 4 jours pendant que j'étais au Salon de la Photo à Paris. J'ai pu l'utiliser dans la capitale française pour pouvoir vraiment appréhender et prendre en main ce joli petit objet. Et on va essayer de voir ensemble déjà de quoi il est capable, ce qu'il propose au niveau de son ergonomie et puis de ses performances. Et puis surtout, quel est le profil de photographe et vidéaste, de créateur de contenu auquel il s'adresse, à qui Fujifilm veut vendre cet appareil. Ça peut être très intéressant. Donc on va vraiment essayer de rentrer dans le vif du sujet sur cet appareil. Si tu veux en savoir encore plus sur cet appareil, eh bien j'ai tourné 2 vidéos. Et oui, j'en ai tourné aussi une deuxième sur l'autre chaîne, le bistrot de la photo, que je gère avec mon compère Monsieur Saunders, où là on parle du plaisir qu'on a eu à l'utiliser pendant ces 4 jours. Donc on est plutôt sur une vidéo plaisir et expérience d'utilisation. Ici, on est plutôt sur un test, même si j'aime pas beaucoup ce mot-là. Mais en tout cas, on va parler plutôt technique dans cette vidéo. Donc les deux sont très complémentaires. Je te mets le lien quelque part et en bas de la vidéo. Ça te permet d'avoir vraiment un tour du propriétaire complet sur ce XM5. Alors le XM5, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je le remets à côté de moi. C'est un tout petit appareil. Regardez, il est minuscule. Depuis plusieurs mois, on voit vraiment que Fujifilm essaye de te mettre un appareil photo dans la poche. On a eu successivement le X106 et puis on a eu le XT50 et maintenant le XM5. 3 petits boîtiers. D'ailleurs, il serait intéressant, je ferai une vidéo où je l'ai déjà faite selon le moment où tu regardes cette vidéo, sur le comparatif entre les 3 pour savoir lequel de ces 3 petits appareils il te faut. Ici, on va se concentrer sur le XM5 et on va d'abord faire un petit tour du propriétaire au niveau de ce qu'il propose et surtout au niveau de ses caractéristiques pures. Déjà, il est très léger, il fait 357 grammes hors objectif, bien entendu. Maintenant, l'objectif de kit qui est fourni avec, qu'on voit ici et que je vais vous mettre ici en close-up, c'est le 15-45 qui est très léger, donc vous n'allez pas gagner énormément de poids et d'encombrement avec cet objectif, on en reparlera après. On a évidemment évidemment je dis mais c'est presque tout nouveau, c'est depuis le XT50 ce dial de simulation de film qui te permet d'aller chercher directement la simulation de film que tu veux pour ta photo. Ça c'est très intéressant parce que même si tu décides d'utiliser ton appareil de manière très automatique, tu peux quand même directement profiter de l'identité Fujifilm à travers ces simulations de film et on sait ô combien c'est important. C'est d'ailleurs pour ça que Fujifilm a intégré depuis le XT50 ce dial pour vous inciter à utiliser ces simulations de film qui font vraiment au niveau de l'identité couleur la différence avec ce qui se fait ailleurs dans les autres marques. On a vraiment ce mood argentique. Fujifilm travaille énormément là-dessus. C'est pour ça qu'il le met en avant au niveau de l'ergonomie. Mais on peut directement travailler de manière plus expert puisqu'on voit que sur l'autre molette ici, on a les 4 custom presets et puis la priorité ouverture, la priorité vitesse et le full manuel. Les custom presets, ça te permet par exemple d'utiliser les simulations de film qui sont là et puis d'aller plus en profondeur pour utiliser par exemple des recettes ou des micro-réglages qui correspondent encore plus. Ça vient pour les gens qui ont l'habitude d'utiliser des appareils photo Fujifilm et si tu es nouveau, eh bien ça viendra, rassure-toi, ça vient vite, la prise en main. Et on a évidemment les molettes classiques avant et arrière ici qui te permettent par exemple si tu es en mode manuel ou en priorité vitesse ou ouverture de régler là où tous ces paramètres de manière complètement manuelle. Donc on a un appareil qui va vraiment des nouveaux venus, des néophytes jusqu'aux experts avertis même et pourquoi pas professionnels qui ont besoin d'un deuxième boîtier. On verra ça dans la conclusion. Donc cet appareil est vraiment tout petit. XM5, ça veut dire quoi? Le M veut dire movie, puisque c'est une gamme qui s'adresse entre autres aux vlogueurs et aux créateurs de contenu vidéo, mais pas que, je viens de vous le montrer pour les photographes, ils ne sont absolument pas délaissés. Donc c'est un appareil qui vient rentrer dans la tranche des appareils vlogueurs. D'autres marques s'étaient déjà engouffrées dedans, mais on voit que ces autres marques avaient vraiment fait de ces petits appareils des appareils spécial vlogueurs et proposaient d'autres appareils pour les photographes. Fujifilm a préféré garder cette conception hybride en disant ok, c'est un appareil pour les vlogueurs, mais je veux quand même toujours m'adresser aux
photographes qui sont le cœur de marché de Fujifilm. Et ça, je trouve ça assez malin. Alors, il est tout petit, vous le voyez encore ici, au niveau du close-up, et donc on a dû faire des concessions, Fujifilm a dû faire des concessions. La première, c'est qu'il n'y a pas de viseur, ça pourra peut-être embêter certains, peut-être moins d'autres, donc on vise uniquement à l'écran. Cet écran, on le voit ici, il est complètement orientable comme ceci, comme un appareil vlogueur, donc ce n'est pas un axe vertical, mais c'est un axe vraiment d'appareil photo, plutôt de vidéaste et de vlogueur et de créateur de contenu. L'écran est d'excellente qualité, ça j'ai pu le constater vraiment en l'utilisant. Donc en fait, ce qu'on a perdu en n'ayant pas le viseur, on voit que Fujifilm l'a mis dans l'écran en sachant que c'est le seul moyen de viser, il fallait vraiment qu'il soit qualitatif. On a, même en plein soleil, on continue à voir vraiment ce qu'on fait, donc ça, c'est vraiment déjà un point positif. Pas de viseur donc, une batterie W126S qu'on a également dans le X106, enfin dans tous les petits appareils en fait, et également dans le XT50. C'est la batterie, on va dire, d'ancienne génération, même encore une fois, si j'aime pas ce terme-là, puisqu'elle continue, mais en tout cas, elle a une autonomie un peu moins grande, de 300 à 350 prises de vue. Alors c'est vrai que d'autres appareils font beaucoup plus, mais là on s'adresse vraiment à un appareil nomade. Je vous conseille quand même peut-être d'avoir une deuxième batterie à côté de vous, si vous voulez faire toute une journée de photos et aussi peut-être beaucoup de vidéos. Mais voilà, si on veut un appareil compact, il faut une batterie compacte, donc effectivement, on a un peu moins d'autonomie. Tout ça reste très cohérent, je trouve. Et puis, alors, la dernière concession que Fujifilm a dû faire pour garder cet appareil le plus compact possible, c'est pas de stabilisateur, ça pourra faire grincer des dents chacun. Je peux le comprendre, puisque moi, le stabilisateur, je l'utilise sur mon XH2 tout le temps, donc effectivement ça peut être utile, ça nous permet de faire gagner des stops, hein, je vous le rappelle, donc ça permet dans des vitesses basses de stabiliser votre bouger. Ici, eh bien évidemment, on ne gagne aucun stop, sauf si vous mettez une optique stabilisée dessus, mais en tout cas dans les optiques compactes, et c'est ça qu'on va privilégier, puisque l'appareil compact, ça sert à rien d'aller mettre une grosse optique stabilisée, sinon ça va perdre un peu de son sens sur cet appareil, on n'a pas de stabilisateur. Donc il va falloir faire attention à votre flux de bouger dans une vitesse assez élevé, dans les basses lumières, et peut-être devoir monter de temps en temps à ISO. Ça peut être un petit handicap pour certains d'entre vous, mais ça permet toujours de garder cet appareil compact, et on va dire dans 80 à 90% des types de prise de vue, ça ne va pas vous gêner, puisque la vitesse sera suffisante pour avoir une image qui est fixe. Et puis rappelons-le, la stabilisation n'arrête pas le temps, donc ça ne va pas stabiliser votre sujet, ça stabilise votre bouger, donc de toute manière, sur les cibles en mouvement, ça ne change rien qu'il y ait une stabilisation ou pas. Il y a donc deux aspects sur cet appareil, l'aspect photographe, vraiment celle qui m'intéresse le plus, vous le savez, et puis l'aspect vidéaste qui intéresse peut-être certains d'entre vous. Tu es peut-être vidéaste et tu as peut-être envie d'utiliser cet appareil pour faire tes créations de contenu et tes vlogs, il est parfait pour ça. Et là, effectivement, Fujifilm te donne tout ce qu'il faut pour y arriver. On va d'abord passer à la version photo et voir ce qu'il est capable de faire en photo. Donc c'est un appareil photo avec un capteur de 26 millions de pixels X-Trans 4, donc c'est le capteur d'ancienne génération chez Fujifilm. C'est pas la première fois qu'ils le remettent dans leur nouvelle gamme, c'était le cas dans le XS20, et tout comme dans le XS20, ils l'ont couplé pour le booster, pour améliorer les performances de ce 26 millions de pixels, avec par contre le tout nouveau processeur X-Processor 5. Donc en fait, ce X-Processor 5 va donner un coup de boost, un coup de jeune à ce X-Trans 4, et c'est pas mal du tout, parce qu'on va voir que ce X-Processor 5 va travailler encore mieux sur un capteur de plus basse résolution. Ça lui permet en fait de libérer des ressources de puissance sur certaines choses, comme l'autofocus par exemple. Ça lui permet vraiment d'être beaucoup plus à l'aise, encore une fois, surtout qu'en plus, aujourd'hui, à l'heure à laquelle je parle, Fujifilm a sorti toute une série de mises à jour encore sur son autofocus, que celui-ci, vu que c'est le dernier né, possède déjà dans son firmware. Et on va ensemble regarder si cet autofocus est performant. Donc on a le même couple que sur le XS20, X-Processor 5, X-Trans 4. Pour ce qui est des objectifs à monter dessus, moi je vous conseille évidemment de monter des objectifs relativement courts. Le top du top, c'est le XF27 2.8 qui est vraiment un pancake chez Fujifilm. Maintenant, il est très difficile à obtenir pour le moment, mais je pense que c'est un appareil qui se marie très bien aussi avec toute la gamme F2, F2.8, qui sont des appareils des objectifs plus compacts, ou la gamme XC comme celui-ci. Ici, c'est un XC 1545 qui sera fourni en kit si vous choisissez de prendre le kit. C'est un objectif grand angle à zoom motorisé. Ça permet de faire déjà une bonne partie de vos prises de vue. Et puis surtout, vu qu'il est motorisé, ça permet d'avoir un zoom qui est assez smooth et assez sans saccade pour la vidéo. Encore une fois, quand on s'adresse aux vlogueurs, c'est super intéressant. Donc, comme je vous l'ai dit, on va d'abord passer à la photo, et puis on passera à la partie
vidéo. Alors la photo, j'ai réalisé quelques photos pour vous à Paris. J'ai rencontré Marie, une jeune Parisienne qui a accepté gentiment de faire des photos avec moi. Là, ce que je vais vous montrer, c'est des photos sorties de boîtier, sans aucune retouche, avec juste la simulation de films nostalgiques négatives. Et on va voir un petit peu comment l'appareil s'en est sorti sur certains points. Et surtout, ce que j'ai voulu voir, c'est l'autofocus, parce qu'il faut savoir que Fujifilm communique énormément sur la qualité de l'autofocus de ce XM5, puisqu'il a été amélioré et vraiment l'algorithme d'autofocus a encore été amélioré par rapport aux gammes précédentes, et les autres, évidemment, les plus anciens appareils, grâce à ce XM5, vont pouvoir en profiter. Donc la première série de photos que je vais vous montrer, c'est celle-ci, simplement parce que cette photo, Marie est en mouvement, elle va passer devant un obstacle qui est une colonne ici. J'ai demandé à l'appareil de la suivre et de ne pas la perdre, et vu qu'elle va disparaître à l'image, on va voir si l'appareil va bien garder le focus sur le modèle. Ça, c'est un bon test pour savoir si l'autofocus est performant. Pour ne rien vous cacher, avec mon XH2, parfois ça patine un petit peu, mais mon XH2 a toujours l'ancien algorithme jusqu'à maintenant d'autofocus, puisque la mise à jour a été annoncée là maintenant, donc je vais bientôt le mettre à jour. Donc on va voir si ça s'est vraiment amélioré. Donc on voit qu'elle avance ici, elle passe derrière la colonne est toujours floue, ce qui veut dire que il n'a pas changé sa mise au point. Je suis en détection de visage et des yeux. Là, l'appareil comprend que, ok, le modèle n'est plus là, mais il ne doit pas faire le point sur l'avant-plan. Il attend simplement que le modèle revienne, et voilà. Alors, je vais revenir un peu en arrière, parce qu'on pourrait croire qu'il est perdu, mais c'est juste le chargement de la photo. Vous voyez que mon modèle est resté net, et qu'il ne l'a absolument pas perdu. Ça, c'est vraiment déjà un bon signe sur l'autofocus. Ça veut dire que même avec une petite batterie, même si l'appareil a une ressource d'énergie un peu plus basse que les gros boîtiers, eh bien, en tout cas, Fujifilm a décidé de ne pas faire de concessions sur l'autofocus, puisque c'est souvent ce qu'on lui reprochait avant. Là, maintenant, on a vraiment un autofocus qui reste performant. Regardez, toujours net, toujours net. Et alors, j'aime bien aussi cette photo, je voulais vous la montrer également. Pourquoi? Parce que là, Marie est en mouvement, je suis dans une vitesse assez basse, on voit ici qu'elle est floue un peu partout, que l'arrière-plan est flou parce que je la suivais avec mon appareil photo, mais il n'a pas perdu le visage qui lui est resté bien net. C'est pour ça que je voulais vous montrer cette photo, même si ce n'est pas ma préférée, mais en tout cas on voit sûr que l'autofocus est resté performant. Et donc dans ce petit appareil là, eh bien il a réussi à son test d'autofocus. En tout cas pour moi, dans mon utilisation, encore une fois, c'est toujours très subjectif. Enfin non, là c'est très objectif, on voit que l'autofocus a suivi, mais c'est par rapport à mon utilisation. Si toi tu te dis je veux aller à Spa-Francorchamps faire les Formule 1, est-ce que l'autofocus sera assez performant? Peut-être pas, mais en tout cas dans le portrait et la cible en mouvement d'un être humain, en tout cas il s'en est très bien sorti. La reconnaissance des yeux, j'ai vu vraiment un gap de différence par rapport à ce que je connaissais avant chez Fujifilm. Donc là il y a vraiment eu une belle amélioration là-dessus. Autre chose aussi que je voulais vous montrer, eh bien on parle toujours d'autofocus. J'ai demandé à Marie de se mettre derrière un obstacle, toujours avec détection des yeux et du visage, et il faut savoir que j'ai directement mis mon appareil entre la grille et elle, et que j'ai déclenché tout de suite pour voir si l'appareil allait comprendre. Et dès la première photo, ça c'est la toute première, il a compris qu'on était sur le visage et les yeux, et voilà, et puis elle a avancé légèrement, et il ne l'a jamais perdu. Donc voilà, pour moi, en tout cas, dans mon utilisation, le test d'autofocus est largement réussi. Il y a maintenant d'autres choses qui pourraient vous gêner, je vous l'ai dit, c'est la stabilisation qui est absente. Elle n'est pas vraiment absente, hein, donc il y a deux manières de la récupérer, c'est soit une optique stabilisée comme je vous l'ai dit, mais attention à l'optique stabilisée qui sera fort volumineuse, et pour moi on perd vraiment du sens sur cet appareil avec une grosse optique, donc vous allez certainement mettre une optique qui n'est pas stabilisée. Il y a une stabilisation numérique qui existe, qui s'appelle la DIS, D-I-S, en fait il fait une distorsion, il va recadrer l'image et il va essayer de stabiliser. C'est de la stabilisation numérique, ça sert surtout en vidéo. Il y a pas mal de choses d'ailleurs sur la vidéo à dire. C'est un appareil qui est vraiment vlogueur, et donc toute la partie photo, ça sert pas à grand chose que j'ai plus loin, puisque pour le reste il propose la même chose que ce que toute la gamme Fujifilm propose, les dernières simulations de film et puis les différentes molettes, etc. Et on voit que le X-Processor 5 travaille aussi bien que sur le XS20 et que sur les prédécesseurs. Donc voilà, pour la photo vous savez faire en tout cas et de manière hyper mécanique tout ce que vous savez faire sur n'importe quel boîtier Fujifilm, sans devoir vous reporter dans les menus
Ça, c'est quand même très très important. Ça permet pour un photographe d'être hyper rapide, hyper véloce et de faire tout ce que vous pouvez faire en photo. Donc là, maintenant, je vais passer au mode vidéo. Il y a plusieurs choses à dire qui est pas mal. Je vais d'abord peut-être aussi vous montrer le menu. Ici, si on voit par exemple dans le menu, il y a des choses qui sont vraiment pas mal, comme déjà la priorité des micros pour les vlogueurs. Je regarde si on voit bien, on va plutôt mettre comme ça. On a maintenant 3 micros ici. 2 avant, 1 arrière, ce qui permet en fait, regardez quand je vais dans le micro ici, dans les menus du micro, je peux mettre surround, et alors il va faire vraiment une prise de son 360, priorité avant, pour si je parle ou si on interroge quelqu'un qui est devant, d'avoir que le son qui vient de devant, priorité arrière, ça c'est intéressant, si par exemple je filme une séquence et que je veux la commenter, et puis on a priorité avant-arrière pour une interview par exemple, je parle à quelqu'un qui me répond, et on a comme ça les 2 voix qui s'entremêlent, et l'appareil va essayer de gérer tout ça. J'ai fait un test pour le voir, on va le voir juste après. L'autre chose aussi donc, que je voulais vous montrer dans les menus, c'est donc, comme je vous le disais, comme ça vous allez voir dans les menus, la stabilisation. Vous avez la stabilisation OIS uniquement si vous avez un objectif stabilisé, ce qui n'est pas le cas ici. Vous avez le OIS, donc la stabilisation de l'objectif, plus 10, donc c'est cette stabilisation numérique 100% logiciel, c'est important quand même, qui va essayer de corriger l'image. Parfois, on peut avoir quelques petits tremblements dans les coins ou quelques petites déformations, mais c'est très peu perceptible, on va le voir, ou pas de stabilisation du tout, si vous mettez par exemple votre appareil photo sur un pied. Je vous ai donc préparé une petite séquence qui teste la stabilisation et la qualité de micro, et puis on se retrouve juste après ici. On se retrouve ici donc pour tester la stabilisation, une première chose en vidéo. Là, j'ai désactivé la stabilisation, je suis dans une rue qui est assez pentue, donc je vais devoir un peu faire des efforts pour monter, ce qui va accentuer évidemment les vibrations. Je suis sans stabilisation, et puis on comparera avec la stabilisation. Allez, c'est parti, je retourne l'appareil photo. Voilà, c'est parti, je vais retourner mon écran, sinon je vois rien du tout, et on marche. Donc ça, c'est sans la stabilisation, je marche normalement. Effectivement, il y a quelques tremblements. J'ai la poignée BGT1 de chez Fujifilm, donc je le tiens sur poignée, mais ce n'est pas une poignée gimbal, hein, donc elle ne stabilise pas, elle m'aide juste à avoir une meilleure prise en main. Voilà, là je suis en train de monter sans la stabilisation. On va refaire le même parcours avec la stabilisation. Ok, c'est parti, j'ai activé la stabilisation. Pour rappel, ce n'est pas une stabilisation IBIS, donc on n'a pas le capteur stabilisé, on est juste sur une stabilisation numérique. Et donc c'est le logiciel qui va adapter son cadrage en fait et l'image pour simuler une stabilisation optique. On va voir si c'est efficace et s'il y a une différence avec la version non stabilisée. C'est parti, je retourne mon écran. Là on voit quand même, regardez sur les bords de l'image, on a quand même beaucoup moins de vibrations. Alors c'est pas une stabilisation de capteur, c'est clair, donc évidemment il y a quelques petits défauts, mais on voit quand même une vraie différence. Je vous mets maintenant l'avant, après, une petite vidéo comparative, comme ça, vous pouvez voir la différence. Autre chose qui est intéressante, c'est évidemment la qualité du micro intégré. Quand on fait de la création de contenu sur un petit appareil comme ça et qu'on n'a pas peut-être de micro externe. Donc là, j'ai enlevé mon micro externe, vous devez l'entendre. Il y a différents modes sur cet appareil. Comme je vous l'ai dit, il y a le mode surround. Là, je suis en mode surround. Donc en fait, il prend le son en 360, ce qui fait que vous avez aussi ma voix, mais le son de ce qui se passe autour. En plus, il pleut quand même pas mal. Je vais devoir bientôt rentrer l'appareil. Donc vous avez le bruit de la pluie, etc. Maintenant, on va essayer le mode où il va essayer de capter juste ma voix. Donc juste le micro avant, et puis on fera la test du micro arrière quand on réalise une prise de vue et qu'on veut faire un commentaire sur cette prise de vue. Voilà, donc là je suis en mode priorité avant, donc le micro ne capte que vers l'avant pour avoir ma voix. Évidemment, vous devez mieux entendre ma voix que ce qui se passe à l'extérieur, je pense. Bah, évidemment, moi je le vérifierai quand on va entendre sur la vidéo finale de test. Mais voilà, c'est juste la vidéo avant quand on veut soit avoir mon son quand on se filme ici en mode vlog, ou alors la vidéo avant quand on filme un sujet qui parle devant soi. Voilà, maintenant on va faire la vidéo, le micro arrière.
Voilà, là c'est le micro arrière qui fonctionne, donc je suis en train de filmer une scène et je commente cette scène. Donc en fait l'appareil est en train de m'enregistrer moi pour pouvoir commenter la vidéo qu'il est en train de filmer vers l'avant. Ça aussi c'est pratique. Sachez qu'il y a un dernier mode vidéo qui n'est pas le surround, qui est avant-arrière pour par exemple une conversation ou une interview avec une personne pour pouvoir capter la personne qu'on interviewe et nous nos questions. J'ai eu pas mal d'enseignements en faisant ces petites séquences vidéo. La première, c'est le stabilisateur. Hein. Je m'attendais quand même pas à un stabilisateur qui fonctionne aussi bien sans avoir de stabilisation de capteur. Vous avez pu le constater. On a une vidéo qui est franchement proprette. Avec le stabilisateur numérique. Donc là aussi, on voit qu'ils ont fait un effort. D'ailleurs, c'est de la communication de Fujifilm en disant qu'ils ont amélioré ce stabilisateur numérique par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Et ça se voit, ça se constate sur le terrain. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'autre chose aussi, la conclusion sur le micro, eh bien, c'est que quel que soit le mode de micro, ça fonctionne bien. Pas trop de parasitage autour. Vous pouvez même encore après, si vous le voulez, nettoyer un petit peu via une application ou une intelligence artificielle comme celle d'Adobe. Ça permet vraiment d'avoir après son podcast. Mais déjà, ce qui sort du boîtier, c'est largement supérieur à ce que les boîtiers font de manière interne habituellement. Donc là aussi, un super point positif pour les gens qui veulent créer du contenu sans devoir trop se prendre la tête sur la prise de son. 2 points positifs où on voit vraiment que Fujifilm a travaillé là-dessus. Je voulais vous montrer quand même avec quoi j'ai filmé, quel accessoire j'ai filmé. J'ai filmé avec cette petite poignée qui est la BGT1, je crois, je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est la poignée vidéo de chez Fujifilm. Et alors, il y a plusieurs choses intéressantes sur cette poignée quand on l'allume. J'espère qu'elle est bien allumée là. Oui, alors déjà, la première chose, c'est que vous voyez que cette petite molette-là, on peut contrôler le zoom, je le fais ici, zoomer, dézoomer directement avec la petite poignée, ça c'est bien, on peut démarrer et enregistrer. Donc là, c'est pour moi le kit de vlog parfait de chez Fujifilm. Le voici avec la poignée Fujifilm et le XM5. Vous pouvez vraiment faire du vlog. Regardez comme c'est tout petit, tout mignon. On peut vraiment le transporter partout. Et puis le fait de le tenir comme ça, vous allez encore un peu améliorer votre stabilisation. C'est avec ça donc que j'ai fait les séquences que vous venez de voir avant, et puis ça peut permettre de faire un petit pied, mais voilà, on n'est pas là pour tester la poignée, mais je trouvais que ce combo était vraiment sympa, et je voulais vous le montrer. Il y a encore une petite chose que je voulais vous montrer sur le mode vidéo, c'est le mode vlog, parce que vu qu'on est sur un appareil qui s'adresse également aux vlogueurs, je suis en train de dévisser la poignée, voilà. Ici, on le voit bien, je vais mettre l'écran là-bas. Je vais reprendre les menus et on va le mettre en mode vlog. Il va passer ici, regardez, voilà, on le voit tout de suite ici. Vous voyez ici, les deux parties gauche et droite sont grisées et on a juste la partie verticale qui enregistre. En fait, sans devoir retourner, sans devoir mettre l'appareil comme ça, vous pouvez directement réaliser des contenus courts, shorts, reels, TikTok, directement en gardant l'appareil comme ça et en le passant en mode vlog. Je trouve ça, c'est tout bête, mais je trouve ça génial. Ça vous permet d'avoir directement du contenu vlog en 1080p. Évidemment, on perd le 4K. D'ailleurs, aussi, là où cet appareil se distingue par rapport à ce qui se fait même ailleurs dans la concurrence, c'est que dans le mode vidéo normal, on a de la vidéo 4K jusqu'à 60 images par seconde en 10 bits et les autres sont limités en 8 bits au niveau du flux. Donc on a une qualité de vidéo qui est supérieure aux appareils de la même gamme, hein, je préfère préciser, par rapport à ce qui se fait ailleurs. Donc on a vraiment un appareil de vlogueur plus par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Si je reviens à la photo avec ce petit appareil, eh bien on va vraiment concurrencer ce qui se fait par exemple chez Ricoh, avec de la PSC également. Là on a quelque chose d'aussi compact avec beaucoup plus d'options. Donc là ça va être challenger Ricoh, c'est pas mal, ça va challenger un peu tout le marché et peut-être que les autres marques vont se surpasser pour essayer d'arriver au niveau de cet appareil. Donc là on a vraiment un appareil qui permet de faire des images de très haute qualité en photo et en vidéo et ça tient dans la poche, c'est vraiment tout petit. J'ai vraiment adoré utiliser cet appareil. Je voulais quand même vous montrer, parce que je suis photographe et que je fais du portrait, quand même aussi la qualité de cet appareil quand on shoot en RAW. Parce que ici, là, moi j'ai... donc ici on retourne sur des photos de Marie que j'ai pris à Paris, où là c'était du RAW, et puis j'ai appliqué mes presets à moi, les presets de GS Création, et puis j'ai retouché un peu après toute l'ambiance pour avoir une photo qui est nickel. Et j'ai été aussi agréablement, alors pas surpris parce que je le savais, vu que c'est un capteur que j'utilisais sur mon X-T4, ce 26 millions de pixels, eh bien c'est souvent ce qu'on peut reprocher aux APS-C, c'est la dynamique. Et faut savoir que j'avais une lumière qui était quand même assez dure et j'ai dû aller parfois chercher des informations dans les hautes lumières qui semblaient presque cramer à l'arrière-plan et en fait j'ai pu tout récupérer sur mes RAW. Vous voyez,
et ici à l'arrière, vu que mon appareil, vu que c'était du backlight et que mon modèle était légèrement sous-exposé, j'ai dû le réexposer pendant la prise de vue. Et donc, j'avais un arrière-plan qui était hyper surex et j'ai tout récupéré. Je suis vraiment ravi de ce que j'ai pu faire après en RAW et en post-production sur mes photos. On voit vraiment, je vous le remets en arrière, surtout ici, où j'ai vraiment récupéré les bâtiments. J'ai eu une qualité de photo vraiment très bonne. Donc, c'est un appareil que je pourrais prendre dans la poche quand je suis pas en shooting pro, que je me balade et que je sais que j'ai envie de faire un peu de portrait, ou même en famille ou entre amis. Eh bien, c'est un appareil que je peux prendre sans devoir me trinque-baller avec mon XH2 qui est super lourd. Pour la petite histoire, je prenais plus mes appareils photo, ni en vacances, ni chez les amis, barbecue, etc. Je ne le faisais plus parce que je trouvais pas l'appareil qui me convenait. Je trouvais que le X106 était un appareil trop expert pour la détente. Je trouve que le XT50, on se retrouve à un appareil en fait qui aussi est trop expert dans sa philosophie, et donc je me retrouve avec mon mini XH2 ou un mini XT5, ça ne m'intéressait pas trop en fait. En plus, je ne suis pas très fan d'utiliser des viseurs sur les petits appareils, mais bon voilà, ça c'est on le verra bien dans une autre vidéo quand on les comparera. Là, c'est vraiment un compagnon pour moi, et d'ailleurs, je vous le cache pas, je vais m'en acheter un parce que j'ai vraiment envie d'avoir un deuxième boîtier, et là, il vient en fait compléter un manque que j'ai, je le remets là, regardez comme il est beau. Il vient vraiment compléter un manque pour moi par rapport à ce que mon appareil principal fait déjà. En fait, il vient compléter, il vient pas superposer. Et c'est vraiment ce que je cherchais, et enfin, il est là. J'ai un appareil que je peux contrôler complètement manuellement. J'ai pas besoin du viseur quand je suis en détente, en vacances, en famille, etc. Donc ça me dérange pas. Et puis je vais pouvoir faire des séquences vidéo, et puis aussi dans mon activité de ce que je fais là, de mon activité YouTube, mon activité de créateur de contenu sur Instagram. Je cherchais aussi un appareil vlog facilement transportable. J'ai le XS20 qui est d'ailleurs en train de me filmer là, mais le XS20 est quand même encore assez volumineux. Là, j'ai quelque chose de vachement plus petit qui va pouvoir encore être beaucoup plus transportable dans des conditions où j'ai besoin de vraiment quelque chose de léger et transportable. Alors si cet appareil vous intéresse, il existe en silver et en noir, en boîtier nu et en kit avec ce 1545 que je vous remontre là. Il est à 899 € en boîtier nu, donc 899 pour nos amis français, et 999 en kit. Les deux sont évidemment mis en vente sur la boutique du Fujiste. Vous savez, j'ai la chance d'avoir ma propre boutique 100% Fujifilm, et donc là aussi c'est un magnifique soutien si vous décidez d'acheter votre matériel Fujifilm sur ma boutique plutôt qu'ailleurs, et les deux sont évidemment disponibles sur ma boutique en boîtier nu et en kit dans les deux couleurs. Voilà, je pense que j'ai fait le tour en tout cas du propriétaire. Si vous voulez vraiment en savoir encore plus sur cet appareil, je le répète, et vraiment pour prendre le temps avec des photos de moi et de mon compère Monsieur Sanders et sur le plaisir que j'ai eu à utiliser cet appareil, où là je vous donnerai vraiment une cote finale sur mon plaisir d'avoir utilisé cet appareil, eh bien c'est dans la vidéo du bistrot de la photo sur la dégustation du XM5. Je vous mets le lien quelque part par là et en bas de ma vidéo. Comme ça, en regardant cette vidéo, où j'espère vous en avoir appris plus sur l'appareil, et la vidéo du bistrot, vous aurez normalement une idée complète sur ce XM5. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles photos sur Instagram. Donc Instagram, YouTube, c'est complémentaire chez EKS Création. Suivez-moi sur YouTube et Instagram, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut, ciao!